Bonjour à tous, on va vous faire une présentation sur la génération de nombres premiers, plus spécifiquement la génération de grands nombres premiers. Donc on va vous présenter quelques méthodes, d'abord des méthodes classiques pour générer des nombres premiers, mais ces méthodes ont des limites. Et donc ensuite on va vous présenter des méthodes qui sont utiles pour générer de grands nombres premiers et qui sont utilisées aujourd'hui. Voilà, donc commençons par la base. La première méthode, c'est le crible d'Ératosthène. C'est une méthode qui permet de lister les nombres premiers inférieurs à une certaine limite. Ici, on l'appelle n. Et donc, comment elle fonctionne? On va considérer d'abord une liste d'entiers de 2 à n. Et on va prendre le premier nombre de cette liste, c'est-à-dire 2, et on va marquer tous les multiples de ce nombre. Ensuite, on va prendre le prochain nombre non marqué de la liste qu'on va appeler p. On va marquer tous ses multiples. Et en fait, on va continuer à passer au prochain nombre jusqu'à ce qu'on atteigne la limite qui est, enfin la condition qui est p au carré est plus grand que n. Et une fois qu'on en arrive là, à la fin, on obtient dans notre liste que tous les nombres non marqués restants sont les nombres premiers inférieurs à notre limite n. Pour que ce soit bien clair, je vais le dérouler sur un exemple. Donc, si on prend n égale 100, on dresse la liste des nombres de 2 à 100. Et on commence en prenant 2 et en marquant tous les multiples de 2. On continue avec le suivant qui est 3, on marque tous les multiples de 3. On continue avec 5 et pas 4 parce que 4 est déjà marqué, ce qui veut dire aussi que ses multiples sont déjà marqués, donc on ne va pas s'embêter. On passe directement à 5, on marque les multiples de 5, on passe à 7, on marque les multiples de 7, et ensuite on arrive à 11, et là à 11 on s'arrête parce qu'on remplit la condition qui est que 11 au carré c'est plus grand que 100. En soi on pourrait continuer, mais en fait on ne trouvera pas de nouveaux multiples qui n'ont pas déjà été marqués, donc on va pas s'embêter, on va s'arrêter là. Et donc à la fin on obtient que tous les nombres qui n'ont pas été marqués de la liste sont les nombres premiers. Donc ici on a tous les nombres premiers qui sont inférieurs à 100. Voilà, donc je vais présenter une deuxième méthode qui est le crible de Sundaram, qui est aussi une méthode qui permet de lister les nombres premiers en dessous d'une certaine valeur. Donc, comment elle fonctionne? On va considérer une liste qui va de 1 à n. Et ensuite, on va prendre des entiers ij avec ij supérieur ou égal à 1 et i plus j plus 2 fois i fois j inférieur ou égal à n. Et donc, pour tous les nombres qu'on trouve qui respectent ces conditions, on va éliminer ces nombres-là, donc i plus j plus 2 fois i fois j. On les élimine de la liste. Et donc, une fois qu'on a éliminé tous les entiers possibles qui répondent à ces conditions, les entiers suivants, on les appelle k, et à partir de ces nombres-là, on va calculer les nombres premiers en faisant 2k plus 1. Et à la fin, on obtiendra donc la liste de tous les nombres premiers impairs jusqu'à la limite qui est 2n plus 2. Et donc à ça, on va y ajouter le seul nombre premier qui est pair, c'est-à-dire 2. Et de cette façon, on obtiendra la liste complète des nombres premiers allant jusqu'à 2 puissance, 2n plus 2. Je vais le dérouler encore une fois sur un exemple avec n égale 100. Donc on liste tous les entiers de 1 à 100. Et on commence simplement en prenant i égale 1 et j égale 1. Et on calcule i plus j plus 2 fois i fois j. On trouve 4, donc on élimine 4. On continue avec i égale 1 et j égale 2, on trouve 7, on élimine 7. On continue avec j égale 3, on trouve 10, on élimine 10. Et en fait, on continue avec toutes les valeurs de ij possibles, tant que i plus j plus 2 fois i fois j est inférieur ou égal à 100. Une fois qu'on a éliminé toutes les valeurs possibles, on passe à l'étape 2, qui est qu'on va récupérer les nombres qui n'ont pas été éliminés, et à partir de ces nombres, on va calculer les nombres premiers. Donc on commence avec 1, et on fait donc 2 fois 1 plus 1, ce qui fait 3. Donc on a notre premier nombre premier, qui est 3. On continue avec 2, on obtient le nombre 5. Avec 3, on obtient 7. Avec 5, on obtient 11. Etc., etc. On fait ça pour chacun des nombres, et à la fin, on obtient notre liste, à laquelle il manquera simplement le nombre 2. Donc on ajoute le nombre 2, et là, on obtient la liste complète qui va jusqu'à 202. Pourquoi 202? Parce que notre limite, c'est 2n plus 2, et on a n égale à 100, donc notre limite, c'est 202.
Donc, je vous ai présenté des méthodes qui permettent de calculer des listes de nombres premiers. Mais ces méthodes, elles ont des défauts parce que si par exemple ce qui nous intéresse c'est de calculer de grands nombres premiers, et ben ça va être très coûteux de faire tous ces calculs. Du coup, pour ce cas spécifique, on va utiliser d'autres méthodes que celles-ci qui sont bien plus efficaces et qu'on va vous présenter maintenant. Je vais donc prendre la suite de ma collègue. Donc, comme elle l'a dit, je vais pouvoir vous présenter deux autres techniques basées sur un autre principe qui, du coup, ne permet pas de générer de grandes listes de nombres premiers pareils, mais permet de générer de grands nombres premiers, donc en comité plus restreint. Donc, avant cela, je commençais en amenant quelques notions que je vais devoir vous expliquer pour pouvoir vous amener finalement à ce qui nous intéresse. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce que sont les nombres premiers prouvables et les nombres premiers probables. Donc un nombre premier prouvable, en fait, c'est un nombre qui a passé un test qui nous permet d'affirmer que ce nombre est premier. Dans ce genre de test-là, on appelle ça des tests de primalité déterministes, le résultat est certain, et donc finalement ça revient un petit peu à faire un test, excusez-moi, un crible comme vu jusqu'avant, on est certain du résultat, c'est un nombre premier. Et les nombres premiers probables, à l'inverse, ce sont des nombres qui ont passé un test qui ne permet pas d'affirmer qu'ils sont premiers, mais qui affirment qu'ils ne sont pas composés de manière presque certaine. Donc l'idée, c'est que plus on fait passer de tests à un nombre premier probable, et plus il y a de chances qu'il soit réellement premier. Pour avoir une comparaison qui aidera à la compréhension, si je regarde dans mon placard pour chercher un pot de miel et que je ne vois pas de miel, je peux conclure, j'ai pas trouvé de miel dans mon placard, j'en suis presque sûr. Si quelqu'un d'autre vient et regarde dans mon placard également et ne trouve également pas de miel, excusez-moi, ça sera deux personnes qui vont affirmer qu'il n'y a pas de miel dans mon placard. Les deux peuvent se tromper, mais si on accumule comme ça les témoignages, en fait, eh ben on va finalement être à peu près certain qu'il n'y a pas de miel dans le placard. Et donc là, c'est la même idée pour trouver un nombre premier euh, de cette manière. Donc ça, pour faire ça, on utilise un test de probabilité probabiliste. Donc probabiliste parce que ce n'est pas déterministe, on n'est pas certain à 100% du résultat. Donc là, on peut se demander comment on fait pour trouver comme ça des nombres premiers sans en être sûr. Donc on va commencer par un test de probabilité qui est très simple, qui s'appelle le test de probabilité de Fermat. Donc comme son nom l'indique, en fait, il se base sur le petit théorème de Fermat, que je vais vous rappeler maintenant. Donc si on a un nombre premier P et un entier A qui n'est pas divisible par P, donc ils sont premiers entre eux, alors on a que A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. En fait, l'importance de ce résultat, c'est que c'est un résultat qui est caractéristique des nombres premiers. Si un nombre est premier, alors on va avoir ce résultat pour n'importe quel A. Et ça, c'est quelque chose que les nombres premiers ont tous en commun. Et les nombres qui ne sont pas premiers, qui respectent cette caractéristique pour des A donnés, sont très peu nombreux comparé aux nombres premiers. Donc si on prend un nombre qu'on vérifie pour un 1 donné, s'il vérifie cette relation, on a de grandes chances, il vérifie également qu'il soit premier. Et si on le fait pour plusieurs A, et ben c'est comme si on a plusieurs personnes qui vont regarder s'il y a du miel dans mon placard, on augmente nos chances d'avoir réellement un nombre premier. Donc là, ce que je viens de vous expliquer, en fait, c'est finalement la base d'un test de primalité. On a une caractéristique commune à tous les nombres premiers et commune à très peu de nombres composés, et on va essayer de l'utiliser pour trouver justement un nombre premier avec une grande certitude. Donc le test de probabilité de Fermat, voilà son fonctionnement. Au début, on va définir un intervalle, donc une certaine taille. En fait, c'est là justement qu'on va finalement comprendre ce que c'est un grand nombre premier. Un grand nombre premier, ben, c'est un nombre premier de la taille qu'on veut. On fixe la taille en bits voulue de nombre premier, et du coup, avec l'intervalle suivant, 2 puissance n-1 plus 1 et 2 puissance n moins 1, et ben on va pouvoir prendre un nombre qui a la taille voulue, un grand nombre premier de notre choix. Donc on va prendre un entier dans cet ensemble-là. Ensuite, on va prendre un autre entier, A, donc qu'on appelle ça une base, comme dans le théorème qu'on a vu juste avant, qui n'est pas divisible par n, et on va vérifier si ensemble il vérifie le petit théorème de Fermat. Donc si la puissance n-1 est congrue à 1 modulo n. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça veut dire que le nombre est composé, il n'a pas cette caractéristique que tous les nombres premiers ont, donc on va en prendre un autre, c'est pas grave. Et s'il passe, eh bien, ça devient un nombre premier probable pour cette base-là. Et donc là, soit on est content du résultat et on le garde, on se dit ok, c'est un nombre premier probable, soit on va prendre un autre A et vérifier encore, demander à une autre personne de vérifier s'il y a un pot de miel dans le placard. Et à la fin de cet algorithme, ce qu'on a, c'est un nombre n qu'on a gardé au bout d'un certain nombre d'étapes, qui est un nombre premier probable. Donc maintenant qu'on a vu un premier test de primalité très basique, on va pouvoir attaquer un deuxième test de primalité qui a moins de défauts que le test de Fermat, parce que le test de Fermat, il y a quelques nombres qui sont très très forts pour se cacher en tant que pseudo-premier, ce qu'on appelle un nombre qui n'est pas premier mais qui est probable. Et donc là, on va aborder un deuxième test, plus coûteux et compliqué à mettre en place et qui est plus
plus long à exécuter, mais qui du coup a beaucoup moins de failles. Donc, excusez-moi, avant de faire ça, on va d'abord prendre un exemple du test de Fermat. Donc on va prendre un nombre premier sur 8 bits. Donc, 8 bits, c'est l'intervalle 129-255. Donc on va prendre n égale 221, par exemple, et on va essayer de dérouler notre test. Donc on va prendre n'importe quel a, entre a et 220. On va prendre a égale 38. Donc là on vérifie, on fait 38 puissance 220. C'est bel et bien congruent à 1 modulo 221. Donc, ce qu'on peut déduire, c'est que soit 221 il est premier, soit 38 il est menteur pour 221. Donc ça c'est ce qu'on appelle un a, une base en fait, qui nous induit en erreur. Donc là soit on s'arrête là, soit on se dit ok je vais être un peu plus sûr quand même que 221 il est premier, et on va prendre un deuxième A, on va prendre 24, et là on se rend compte que le résultat, qui est 81, n'est pas du tout, c'est pas du tout 1 modulo 221, et donc en fait, et ben là cette fois-ci, on se rend compte que 221, il n'était pas premier, 221 il est composé. Donc là, A nous a montré qu'il était composé, donc on appelle ça un témoin de sa composition, 24 c'est un témoin de sa composition, et 38 nous a induit en erreur, donc on appelle ça un menteur, tout simplement. Maintenant on a vraiment toutes les bases, on va attaquer le test de primalité qui est un peu plus compliqué, qui s'appelle le test de primalité de Miller-Rabin. Donc il se base sur un concept également, comme juste avant, qui est partagé entre tous les nombres premiers. Donc là, c'est une proposition que je vais vous détailler. Elle peut faire un peu peur, mais rien de bien compliqué. Donc on commence en prenant un entier impair supérieur à 2. Donc là, cet entier, on va lui enlever 1, et donc là, on va avoir un nombre pair qu'on va pouvoir factoriser. Donc si c'est un nombre pair, on peut factoriser par une puissance de 2, tout simplement, c'est la définition d'un nombre pair, fois un autre nombre qui est impair. Et après, on va faire comme l'étape d'avant, on va prendre un nombre A, qui est appelé base, et on va l'utiliser pour faire deux calculs au moins. Donc le première congruence à gauche, a puissance d congruent à 1 modulo n, on va la vérifier, et la deuxième à droite. Et en fait, si une seule des deux congruences suivantes est vérifiée, et bah notre nombre n, il est considéré comme un premier probable fort. Et donc bah, là, c'est comme s'il avait passé le test, comme la fois d'avant avec Fermat. Donc à droite, on a une petite subtilité qui montre à quel point c'est beaucoup plus coûteux, parce que là pour l'instant on pourrait dire que c'est à peu près comme Fermat, mais en fait en fonction de S, on va devoir effectuer un grand nombre de calculs de congruence, parce que là bah, il faut au moins un R entre 0 et S qui permettent de satisfaire la congruence. Donc en fait ça va être beaucoup plus long, déjà on va devoir factoriser n-1, faire plusieurs congruences, forcément on se rend tout de suite plus compte que c'est plus complexe que Fermat. Donc on va direct passer à un exemple sur comment on met en place ce test sur une valeur. Donc on va reprendre la même valeur, on va prendre 221, en espérant avoir la même conclusion à la fin. Donc on fait moins 1, on a 220, on factorise, c'est 2 puissance 2 fois 55. Donc là on a S, c'est égal à 2, donc l'exposant de 2, et D, c'est 55, le facteur qui est impair. Maintenant on va prendre un A aléatoire, on va prendre 174, et on va vérifier du coup nos deux congruences. À gauche, c'est la première congruence, c'est A puissance D modulo N, donc ça nous fait finalement 47, qui n'est pas du coup égal à 1. Donc celle-là n'a pas marché. On va faire la deuxième, donc là je passe les calculs, on obtient moins 1 modulo N, et c'est ce qu'on veut. Donc là, en fait, il a passé une des deux congruences, donc avec la base 174, et ben on a un nombre premier probable fort. Donc là, on va quand même être un peu plus certain, comme la dernière fois, donc on va prendre une deuxième personne pour vérifier le pot de miel, 137, on refait les calculs, à gauche, pour la première congruence, ça ne passe toujours pas, et pour la droite, cette fois-ci, ça ne passe pas. Ah, et donc là, on a encore une fois un menteur et un témoin de la composition. Donc 221, il est pseudo premier, il nous avait piégé. 137 est témoin de la composition de 221, et 174 indique qu'il est menteur fort. Le test de probabilité de Miller-Rabin étant plus fort que le test de Fermat, eh bien le menteur est plus puissant tout simplement. Donc finalement, ce test de probabilité, il est assez coûteux, comme on a pu voir. Il y a plus de calculs que le test de Fermat. Donc ce qui est fait en fait en pratique, c'est que généralement, on va prendre un nombre et on va d'abord lui faire un petit traitement, lui faire passer un test un peu plus simple pour éliminer les nombres vraiment qui seraient des pseudo-premiers, mais très très faibles. Donc généralement, ça va être soit un test de Fermat, soit tout simplement utiliser les premiers nombres premiers, calculés par exemple avec un crypte d'Eratosthène, pour vérifier s'il divise ce nombre simplement. Une fois qu'on a fait cette vérification, on va appliquer un test un peu plus robuste, comme le test de Miller-Rabin. Donc pour mettre en question la validité de ces tests, finalement, mais de nombreux chercheurs se posaient la question, se sont planchés sur la question, et en fait, eh bien, les chances pour qu'un nombre passe ces tests, surtout si on utilise plusieurs bases comme ce qu'on vient de faire, sont vraiment minimes, et on est donc à peu près certain d'avoir un nombre premier à la fin, qui est probable et qui est un vrai nombre premier. Nous vous remercions pour votre attention.